Et bonjour, bienvenue à tous à la Japan Tour Festival. Nous sommes le samedi, deuxième jour de ce festival et en cette matinée on reçoit du coup Brigitte Lecordier et vous avez le droit. Comment ça va? Ben, ça va très bien, merci. Mais chaudement. Eh bien chaudement, ça Et oui, par chaudement, contre, hein. oui, mais c'est bien, en même temps, on va pas se plaindre. Et c'est parti pour augmenter en plus, donc du coup on va vraiment se le taper jusqu'au bout. Hein. C'est le début. C'est le début. Bon alors Brigitte, on ne te présente plus, tu es devenue plus connue que les personnages que tu interprètes, mais tu restes une comédienne de doublage. Tu as fait Oui Oui, tu as fait Sangohan, tu as aussi ta chaîne YouTube que tu entretiens. Absolument. Un peu, quoi. Chaîne YouTube, TikTok, Insta. Ah oui, et tu t'es mis Voilà. aussi sur les nouveaux réseaux sociaux. Oui, ouais. Et vous avez le droit, donc du coup Sébastien, toi tu es un universitaire du coup qui a travaillé aussi sur les droits des affaires et les droits numériques. Tu as ta chaîne, donc vous avez le droit qui parle de droit. Tout à fait, sans aucun humour d'ailleurs. Non, c'est Pas dans justement, le genre de non. la maison. Mais parce qu'on en avait parlé à un moment donné avec d'autres personnes qui avaient des chaînes et des contenus hyper sérieux mais qui rajoutent un peu d'humour justement pour l'accessibilité et le côté vulgarisation qui apporte forcément un peu plus, on va dire, d'écoute et l'important c'est que l'information soit transmise, peu importe la manière. Quoi. Et tu es aussi membre fondateur du forum des droits sur l'internet. Alors ça va être hyper important puisqu'on va avoir un peu un débat un peu plus tard sur l'IA et je pense que ça va être un sujet que tu devrais maîtriser du coup sur le principe. Avant toute chose, est-ce qu'on peut revenir sur la carrière? Je sais que c'est pas forcément les questions les plus drôles puisqu'on vous les pose à chaque fois, mais au moins pour mettre une bonne base sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Japan Tour Festival. Je t'en prie, Brigitte. Eh bien, moi, ce que je fais ici, c'est que je viens rencontrer le public. Je suis comédienne et je suis une comédienne qui est surtout connue pour sa voix et pour les personnages que j'ai pu interpréter dans les dessins animés tels que Dragon Ball, Oui Oui, aujourd'hui Petite Mort et Pipoudou pour les plus grands, etc. Et toi, du coup, Sébastien, toi, tu... Mais avec Brigitte, on a décidé de faire remonter la moyenne d'âge des Tout à fait. YouTube Oui, Game. c'est ça, c'est une matinée de vieux. Là, C'est vrai. Je me rends pas compte parce que j'ai toujours 2 ans d'âge mental, mais c'est ça. en Oui. effet. D'ailleurs, on se demande, moi, Tricotine me pose la question à mon sujet, est-ce qu'elle va m'inscrire prochainement à l'EHPAD ou en CE2? Et je pense qu'on pourrait se retrouver en CE2 bientôt. Ça serait très drôle. Ça serait très drôle. Il faudrait faire un court-métrage là-dessus. Non, mais du coup, Sébastien, qu'est-ce qui t'a amené, toi, par exemple, à créer ta chaîne YouTube sans être méchant, à un certain âge? L'énervement. Ah oui. L'énervement à entendre l'entourage de François Fillon essayer de raconter, pour justifier la condamnation qui allait lui tomber dessus en 2020, ils ont essayé de raconter que la justice française n'était pas indépendante et qu'elle était instrumentalisée. Ah. Et pour moi, c'est grave, ce serait grave si la justice n'était pas indépendante. Alors j'ai essayé de démontrer modestement avec mon vieux téléphone qu'elle était réellement indépendante. Et c'est comme ça que tout a commencé, vous connaissez la suite. Et puis en fait, au final, ta chaîne a monté hyper vite au final. Tu as Oui, eu tout à quelques fait, promotions. Et pourtant, d'autres- j'ai pas couché. Hein. Bah ouais, non mais c'est ça, mais t'as été recommandé par plusieurs youtubeurs qui t'a fait Ouais. monter les chaînes Ouais, naturellement, tout et à puis fait. t'as traité aussi Tout à fait. le sujet un peu d'actualité qui a amené à ça aussi quand même. Oui, C'est tout à ce qui est fait. plutôt- Et pour l'anecdote, je me souviens, je vais à la fac, le matin j'avais 3000 abonnés, je rentre à la maison, le soir j'en avais plus de 8000. Je savais pas d'où ça venait et en 2 mois je suis passé de 3000 à 100 000 abonnés. Et je me demande si j'ai pas connu ta chaîne justement parce que j'ai une recommandation d'un youtubeur, bah alors je ne saurais plus youtubeur lequel. de Micode. C'était une Ah bah c'est ça, ouais, recommandation. c'est ça, Micode. ça doit être Voilà, ça quoi. c'est ça. Je vous ai réunis aussi ce matin pour parler d'un sujet un peu sérieux. J'en ai parlé avec plein de comédiens de doublage, Page, plein d'autres, sur la montée de l'IA dans les mondes artistiques et plus particulièrement dans le D'ailleurs, doublage. Je t'interromps, mais on va pas en parler, on va en crier. Hein. Oui, non, mais là, j'avoue, ça va j'y crois encore, peut-être qu'ils vont se calmer. Ça un va peu, vous non, tenir? La chaleur et le son, oui, j'avoue, ça va être pas mal. Mais non, mais le sujet de l'IA, du coup, qui devient de plus en plus présent en fait dans le monde artistique et tout particulièrement dans le monde du doublage. On a revu avec le comédien de doublage qui est mort, qui faisait la voix de Schwarzy, où il y a vraiment la société de production qui a utilisé l'IA pour la promotion d'un film. Pour refaire la voix de Schwarzenegger, qui est quand même une belle grosse étape quand même dans l'utilisation de l'IA dans ce domaine-là. C'était Sylvester Stallone. C'était Stallone, pardon, oui. Et du coup, alors, déjà première question, qu'est-ce qui amène aujourd'hui à l'utilisation de l'IA?
Et surtout, quelles peuvent être les dérives aujourd'hui que vous ressentez ou qui risquent d'arriver, quoi? En fait, ce qui amène à l'utilisation de l'IA, c'est que l'IA, elle est disponible et elle est pas chère. Et donc, les gens peuvent s'emparer de notre travail n'importe comment, parce qu'en fait, ce qu'on dit, enfin nous, comédiens de doublage et artistes en général, hein, parce que ça touche les musiciens, les graphistes, il faut se dire que ça touche tous les artistes en général. En fait, l'IA, c'est bien, mais l'IA générative, non. Parce qu'en fait, l'IA générative, c'est l'IA qui a aspiré tout le travail qu'on a fait pendant des années et des années. C'est-à-dire que, par exemple, ma voix, elle est sur des centaines de disques, ouais. Elle est partout sur toutes les chaînes et tout ça. L'IA s'en est emparée. Il y a des datas partout. Et c'est ça qui n'est pas bien, c'est qu'on ne sait pas où sont nos datas. Normalement, on est propriétaire de notre voix, alors ça, tu pourras nous le dire, mais on est protégé sur notre visage, notre voix, nos empreintes digitales. Et là, en fait, il y a des gens qui se sont emparés de notre voix et qui en font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils peuvent nous faire dire ce qu'ils veulent. Et qu'en plus, aujourd'hui, comme il n'y a pas de traçabilité sur ce qu'on a fait, on peut prendre ma voix et celle d'Olivier et puis dire, en faire une nouvelle, et puis dire, on ne sait pas si c'est votre voix, prouvez-le. Ouais. Et tu ne peux pas le prouver puisque ce n'est pas exactement ta voix. C'est une voix qui a été trafiquée. Et voilà, et c'est là le danger. Et le danger, le pire, c'est que nous sommes artistes, on a des choses à dire, on a des choses à défendre, et que on veut nous remplacer par des robots. Et est-ce qu'un robot a des choses à dire, à défendre? Est-ce qu'un robot se lève le matin fatigué, ou de bonne humeur, ou de mauvaise humeur? Est-ce qu'il a une histoire? Surtout dans le domaine artistique, où justement c'est typiquement le métier et le domaine qui est purement humain, puisque c'est une représentativité d'une émotion, d'un caractère, tout ce qu'un robot n'est pas au final. Voilà, alors nous on se bat pour un doublage humain justement, et on voudrait que dans tous les contrats, aussi bien CNC ou autres, quand on donne de l'argent pour un film ou autre, ouais. Aujourd'hui il est stipulé dans les contrats que le travail doit être fait en studio, et nous on voudrait qu'on rajoute quelques mots en studio, fait par des humains, pour des humains, voilà. Et en fait, on veut garder cette humanité que nous avons, nous artistes. Une photo, elle a un regard artistique et c'est pas un truc qu'on a calé et qu'on a repiqué et qu'on a. Alors on peut s'amuser avec de l'IA comme un outil, si tu veux, mais on peut pas remplacer les artistes par de l'IA. Sûr, ouais. Voilà. Et justement, Sébastien, là, avec toutes les règles, par exemple RGPD, etc., sur les données privées. Comment c'est possible aujourd'hui que les données soient exploitées, les données, que ce soit la voix, que ce soit l'image, que ce soit tout ça qui est aujourd'hui une source de données pour l'IA? Comment se fait-il que, malgré la RGPD, c'est des données qui soient exploitées pour enrichir l'IA? Alors, moi, en tant que juriste, j'ai une imagination au ras du journal officiel. Hein. Alors, il y a deux choses. D'une part, comme tu le disais, la protection de la vie privée. Alors la vie privée, c'est l'image, oui. C'est également la voix. Hein. Ça, c'est un premier acte de protection. Et le second, concernant le RGPD, je pense que c'est pas le bon positionnement d'un point de vue juridique. Ouais, c'est une première step dans le côté européen sur la protection des données privées. Alors oui, tout à fait. Mais il y a une exception pour entraîner, par exemple, les moteurs de recherche, mais également les IA. Il y a une exception à la protection des données. Donc on peut entraîner des machines, des logiciels sur ce genre de données. Donc c'est pas le bon acte de protection. Le bon acte de protection, en fait, tu l'as dit mieux que moi et avant moi, c'est carrément d'intégrer ça dans la chaîne contractuelle en mettant une obligation. Par exemple, tu as un financement public CNC et tu obliges à recourir à des comédiens de doublage. Ça, c'est le bon outil et c'est ça qu'il faut obtenir. Absolument. Absolument. C'est là-dessus qu'on se bat, effectivement, où on essaye d'avoir des clauses où il y a marqué par des humains. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, et pas par des machines. Et puis, c'est aussi une question philosophique, tu vois. C'est-à-dire que... De qualité. Je t'interromps, mais c'est... Avant la philosophie, c'est la qualité. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, la chance qu'on a, c'est un peu une exception mondiale. La qualité du doublage français est exceptionnelle. Oui, et puis,
On a fait un sondage IFOP là parce que justement on nous disait ouais mais en fait la VO c'est mieux puis vous empêchez les gens d'apprendre des langues et nana, toi tous les arguments qu'on entend partout. Et du coup on a fait faire un sondage IFOP qui est incontestable et ce sondage stipule qu'il y a 85% de la population en France qui consomme aussi bien dans les films, les animés, tout ce qui est regardé sur le web ou à la télévision ou au cinéma, c'est 85% de la population qui regarde la VF. Oui. Donc évidemment, il y a des gens qui regardent la VO, et tant mieux, et c'est bien, et je ne suis pas contre du tout, mais que la VF représente quand même beaucoup de... Et puis aide des gens, et on a autour de nous aussi des personnes âgées qui n'ont pas envie de lire, ou quand on rentre du boulot, et ben... on a envie de se mettre dans... Et puis, il y a des gens qui aiment bien nos voix, tout simplement. Et... Mais c'est ça, c'est par là qu'il faut commencer. Oui. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous avez tous eu, quand vous étiez plus jeune, la voix de Brigitte dans les oreilles. Hein, c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Puis c'est un vrai partage. Mais regarde, oui, on est tous là, tous ensemble. Oui. On fait la fête. On a beaucoup de choses à se dire. Avant de mettre du droit, le droit n'est qu'un outil. Bien sûr. C'est ça l'important sur lequel il faut vraiment insister. Mais c'est le droit qui peut nous sauver. C'est tout à fait. Voilà. Et le droit, oui, mais le droit va pas forcément obliger. Là, c'est pour parler de contrat du coup avec les studios. Mais n'importe quel random qui a accès à une voix numérique taguée Brigitte Lecordier peut l'utiliser et en faire n'importe quoi. C'est pas ce qu'il me racontait qu'il a retrouvé une vidéo de lui disant des conneries, même des trucs très graves. C'est ça. Et qui pouvait rien faire parce qu'il n'avait rien prouvé. Ouais, on peut nous faire dire n'importe quoi, même des choses qu'on n'a pas pensées. Oui, mais ça devient même presque juridique. Enfin, il parlait vraiment de ce qu'il me racontait. La voix disait vraiment des trucs... pas légal du tout, quoi, à un moment donné. Absolument, ouais, c'est vrai. Donc ça devient même très dangereux au final. Mais en fait, le truc, c'est que c'est Internet qui veut ça aussi à un moment donné, dans l'accès aux données et l'accès à la créativité aussi, la liberté créative d'Internet permet aussi ce genre de choses aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais avec quand même comme limite que dans la mesure où nous sommes des personnages publics, moi aussi à mon petit niveau. Ouais. Ah, il n'y a plus de... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Décidément un problème avec le micro. Hein. On va se le poser. Voilà. Et donc je disais que en tant que personnage public, puisque moi aussi je suis un personnage public à mon petit niveau, eh bien, il y a aussi le fait que nous sommes... D'accord, très bien. Et donc, il y a aussi la liberté d'expression et la liberté... Non, je te crois pas. Non, je te crois pas, Ils veulent vous faire taire, C'est pas vrai. C'est un gag, hein. 1, 2, 2. Voilà. Ah, c'est un gag. Et donc, je disais que il faut aussi, comme toujours en droit, mettre le curseur à un endroit précis entre deux intérêts contradictoires. L'intérêt des personnes dont l'image publique, dont la voix est utilisée, et la liberté d'expression d'autre part. Hein, ce sont deux choses différentes. Et en fait, ce qu'il faut interdire, ce qu'il faut sanctionner, ce sont les excès. Nous faire dire, par exemple, des horreurs, des trucs auxquels on ne pense pas, des trucs qui sont contraires à nos idées, à nos opinions politiques. Oui, mais là, le droit peut nous aider. En revanche, on ne peut pas interdire toute utilisation. Mais bien sûr. Comment tu fais? Parce qu'Internet, toutes les personnes sur Internet sont anonymes. C'est le principe même d'Internet. Donc comment tu peux dire Jean-Michel du 28 a utilisé telle voix et n'a pas respecté telle ou telle loi? Comment tu fais pour retracer et dire ce mec-là doit être condamné pour quelque chose en partant du principe qu'il l'a fait sur Internet et qu'on ne sait pas qui c'est? Alors ça, c'est un problème de preuve. Hein. En droit, de toute façon, tout se termine toujours par des problèmes de preuve. Il est possible, alors surtout quand c'est de l'infraction pénale, puisque l'infraction pénale, donc il peut y avoir une poursuite par le ministère public qui va avoir à sa disposition les forces de police, la gendarmerie, avec leurs experts. La preuve de l'infraction sera plus facile à rapporter que dans le cadre d'un conflit civil, parce que là, ce sera la partie qui devra essayer d'apporter la preuve, et ça, ce sera plus difficile. Oui, d'accord. Voilà.
Ce sont deux choses différentes. Et donc du coup, ça devient hyper compliqué de devoir prouver tout ça. Ah, mais c'est toujours beaucoup plus difficile de respecter les droits des Ah, bien adversaires sûr. plutôt que dans un système dictatorial. C'est beaucoup plus simple pour celui qui est au pouvoir, ça c'est clair. Ouais. Alors, on en parlait avec Arthur Rennes et Sushi Nilis justement de comment résoudre ces dérives aussi sur Internet, comme il y a l'anonymat, à un moment donné, qu'est-ce qui permet à un moment de pouvoir parler librement sur Internet tout en effaçant toutes les problématiques de cette liberté-là, c'est-à-dire des dérives et tout, quoi. Il y a aussi de demander aussi aux gens qui sont sur le net et autres le respect des autres et de leur travail. Tu vois, il y a aussi une prise sûr. de conscience à avoir. C'est-à-dire que moi, je dis tout le temps, ça vous fait marrer, mais nous, ça ne nous amuse pas. Voilà. Et c'est grave pour nous de nous faire dire n'importe quoi parce que, voilà, c'est pas notre image, c'est pas ce Bien qu'on sûr. veut véhiculer. Oui, mais là, c'est une problématique morale, c'est pas une problématique Absolument, de mais droit. ça compte aussi. Mais ça tu compte vois. aussi. Et le truc, c'est que chaque individu est unique, donc forcément, on peut définir des règles. Il peut ou pas les respecter, ces C'est règles. ça. Mais tu sais, les gens qui téléchargent des disques ou des trucs comme ça au début, quand il y a eu le numérique, tout le monde s'est jeté dessus et tout le monde prenait des films ou des musiques. Aujourd'hui, c'est puni et les gens ne téléchargent presque plus, Ouais. quoi. Pas. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui pour piller, mais au moins, tu vois, c'est régulé. Et nous, on demande juste une régulation. Et voilà. je comprends, mais c'est sûr que ça devient compliqué d'ajuster à un moment donné les problématiques de droit, de la morale, avec les principes même d'Internet, qui est aussi l'échange C'est vrai. et la liberté d'échanger aussi à un moment donné. Oui, mais la liberté, c'est toujours le problème de la liberté. Bien Elle sûr. s'arrête là où ça fait chier les autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, moi, je suis pour la liberté, mais tu peux pas t'emparer de mon slip ou de mon soutien-gorge, tu vois. Mais bien sûr. C'est ta liberté, mais c'est pas la mienne. Oui, mais là, c'est pas sur Internet, du coup. Non, mais voilà, c'est la même chose. Tu m'as piqué quelque chose. Oui, non, mais je comprends. Et c'est plus profond que mes habits. Et donc, du coup, tout le mouvement de Touche pas à ma VF, quel est le but en soi et les actions que vous voulez mettre en place? C'est par rapport aux majors et aux sociétés de production ou par rapport à un public plus large? Nous, on veut déjà, au niveau de notre travail spécifique, avoir des contrats clairs où on dit que jamais ce qu'on fait en ce moment générera de l'IA et sera prompté par l'IA. D'accord. Tu vois, que ça restera pour le travail qu'on fait. Si je fais Dragon Ball, ça sera que pour Dragon Ball et ça ne servira à rien d'autre. Ouais. Et ça, on veut que ce soit stipulé dans nos contrats. Je pense que tu es d'accord avec nous. Et puis, et on veut, au-delà, dire que tout travail fait en studio doit être fait par des humains, pour des humains. Parce que c'est hyper important. Qu'on grandisse. Regarde tout le monde, tous ces gens qui ont grandi avec des humains et les liens que ça fait, quoi, que ça génère. Les jeunes gens de demain, ils grandiront avec des disques ou des films qui auront été faits par des robots et du coup, ils viendront rencontrer qui quand ils auront 10 ans, 20 ans? Des robots, tu appuieras sur une machine et puis tu auras un autographe qui sortira comme ça, tu vois. Ça serait bizarre dans cette société. C'est une drôle de société qu'on propose. C'est une drôle de société, mais c'est une société qui donne l'impression que ça va arriver aujourd'hui. Et j'ai demandé au Frames Festival, tu vois, j'avais une conférence sur l'IA, et j'ai demandé à un philosophe de parler d'une société. Qu'est-ce que ce serait une société où il n'y aurait plus d'artistes? Parce qu'en fait, c'est ça, hein. On va remplacer les comédiens, on va remplacer les musiciens, les auteurs, les dessinateurs, etc. Parce que tout le monde est vraiment touché par l'IA. Et qu'est-ce que ce serait que cette société? Et en fait, au final, à force de décortiquer la chose, il dit, en fait, il n'y aurait plus de société. Ah oui. Voilà, c'est la fin de l'humanité. Et donc, est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? Toi, moi, c'est comme si... je ne suis pas contre l'atome, par exemple. Mais je suis contre la bombe atomique. Oui, tu vois, on ne peut pas comprends. la mettre dans la main de tout le monde. L'IA, c'est pareil. L'IA, c'est un super outil. Moi, j'ai fait le Téléthon Gaming. Et les chercheurs m'ont expliqué à quel point l'IA était importante pour eux. À quel point ça leur faisait gagner un temps fou
pour lutter contre la maladie, etc. Et là, c'est génial. L'IA, tu dis, mais bravo, il faut de l'IA. Mais remplacer des artistes, au grand jamais, quoi. Jamais. L'IA n'a rien à dire, n'a rien à raconter. Et du coup, avec tout ce que tu dis, j'ai l'impression que quand même c'est un cadrage sur la moralité de l'utilisation de l'IA et pas forcément sur le droit. Ben, les deux, il faut le deux. Et il faut que le droit aide la moralité. Ah, et pas l'inverse. Parce que tu peux aussi définir des règles morales qui cadrent du coup la législation. Et malheureusement, ça ne suffirait pas parce que les majors, ils s'en foutent de la morale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ouais. Donc, si tu fais un jeu vidéo, en ce moment, nos camarades je devais faire un jeu vidéo il y a 3 jours, là, qui a été annulé parce que justement, dedans, il y avait une clause qui me disait que ma voix, elle servirait à entraîner de l'IA. Ah ouais. Et du coup, on a refusé de signer et du coup, le jeu a été arrêté. On ne sait pas si on le fera en version française. Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui. Mais oui, mais on en est là. Non, mais j'avoue, non, mais on en est là. Et en ce moment, il y a beaucoup de problèmes dans le jeu vidéo parce que c'est là où ça paraît le plus facile d'intégrer de l'IA. Et nous, pour l'instant, on essaye de résister. Mais il n'y a que le droit qui peut nous aider. Sur le principe, oui. Sur le Voilà. principe, oui. Et si nos contrats stipulent que jamais on ne générera de l'IA avec nos voix pour faire le jeu qu'on est en train de faire, on est sauvé. Pour une première étape, je pense que oui, c'est important de contractualiser tout ça. Mais encore une fois, je pense qu'Internet aujourd'hui est beaucoup trop libre pour limiter à ça. Et d'ailleurs, sur Internet, qui est le propriétaire d'une voix générée ? La voix de Brigitte Lecordier qui a été générée, est-ce qu'il est en libre ? L'utilisateur, hein, c'est pas l'auteur, c'est pas le propriétaire de l'IA, c'est l'utilisateur de l'IA. De même que je suis le titulaire des droits d'auteur sur les textes que j'écris avec mon traitement de texte. C'est ça le principe. Mais donc du coup, est-ce qu'il y a un droit d'exploitation pour ce type d'IA ou après ça dépend de la vente qui est faite là-dessus, quoi. Voilà, tout à fait. Mais en soi, le mec n'est pas propriétaire de ce qui a été généré par l'IA. La personne qui utilise un logiciel, que ce soit un traitement de texte, que ce soit une IA, est propriétaire du résultat dès lors que le résultat est original. Mais alors du coup, mais à condition de respecter les droits d'autrui. Par exemple, je traduis un texte de l'anglais vers le français. Le texte anglais, il faut que j'ai le droit de le traduire. Soit il est entré dans le domaine public, soit j'ai l'autorisation par les titulaires des droits sur le texte original. D'accord, mais si tu fais une traduction manuelle de ce texte, ou que tu fais une traduction via IA de ce texte-là, tu restes le propriétaire du résultat final. De la traduction, à condition d'être en conformité avec quand il y a un texte original. En amont, ouais. En amont, c'est ce qu'on appelle l'œuvre composite en droit. D'accord, et c'est pas ça justement le problème, de dire qu'il faut être plutôt le propriétaire de ce qui a été fait manuellement et pas de ce qui a été généré. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'on demande à ce qu'on nous demande l'autorisation. Ouais. Parce que peut-être que pour des choses très spécifiques ou très petites, toi, on peut accorder le droit d'utiliser notre voix pour mettre de l'IA. Mais au moins qu'on soit d'accord et que ça ne serve que à cette œuvre, enfin à ce morceau. Par exemple, tu vois, dans un film, il y a un mot qui a été oublié ou qui a été mal dit. Par exemple, au lieu de dire Brigitte, j'ai dit Brigitte. On dit, mince, c'était joli, hein. Et on dit, mince, je suis partie à l'autre bout du monde. Eh bien, on peut utiliser ma voix en IA pour redire Brigitte. Et pourquoi pas, tu vois, mais pas autre chose. Et pour l'instant, on ne veut pas entrer là-dedans parce que on dit si on donne l'autorisation pour un mot ou pour une phrase, on va nous demander pour un chapitre, et puis un livre, et puis un film, et puis un disque, et puis voilà. Donc pour l'instant, on ne veut pas mettre le doigt dedans, tu vois. Et justement, alors du coup, Brigitte, le mouvement Touche pas à ma VF. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des résultats de ce qui a été initié ? Alors oui, il y a des résultats malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a des discussions avec nos dirigeants. On est allé au Parlement européen, on est allé voir nos dirigeants au niveau du ministère de la Culture. On a été reçus. Pour l'instant, ils n'ont pas encore pris conscience du danger que ça représentait pour les artistes. Ou alors ils ont pris conscience, mais
pour l'instant, ça ne les touche pas. Parce qu'ils ne voient pas l'impact que ça a. Mais nous, rien que sur le doublage, hein, en 2023, il y a eu 700 millions de chiffre d'affaires. Ça voudrait dire que si jamais il y avait plus de doublage, il y aurait entre 700 millions et 1 milliard perdus pour la France, tout simplement. Donc je pense que ça, c'est des arguments qui devraient les toucher, parce qu'eux, ils ne réfléchissent qu'en fric. Nous, on réfléchit autrement, mais pour eux, c'est important. Et pour nous, il y a 15 000 emplois, il y a 5 000 comédiens qui travaillent dans le doublage. Toi, c'est énorme. 7 000 même maintenant, je crois. Et c'est pas rien sur l'échelle d'une nation. Mais c'est surtout la défense des acteurs, quoi, en général. C'est même pas à l'échelle d'une nation, c'est à l'échelle de la francophonie. Donc ça représente encore beaucoup, beaucoup plus, quoi. Mais toi qui est là depuis très longtemps, et donc du coup, tu connais aussi les sociétés de doublage, est-ce que tu prends un peu la température, voir si il serait chaud ou il serait pas chaud, ou tu vois aujourd'hui que il garde encore l'aspect traditionnel du doublage? Pour l'instant, toutes les entreprises de doublage sont plutôt du côté des comédiens. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils savent que si nous, on disparaît, eux vont disparaître. Parce que si tu veux faire la voix de Brad Pitt avec de l'IA, tu vas pas venir la faire en France. Oui, ils vont rester chez eux, ils vont prompter des gens qui parlent français, et puis ils vont le faire chez eux. Et il n'y aura plus de doublage, il n'y aura plus d'entreprises de doublage, il n'y aura plus de comédiens, il n'y aura plus de tout ça. Tout ça va disparaître réellement. Donc ils n'ont pas besoin de nous, tu vois. Ouais. Et le doublage tel que l'on fait aujourd'hui, c'est un travail artisanal, le doublage en France. Et c'est pour ça qu'il est si joli d'ailleurs, et que les gens sont extrêmement attachés à ce qu'on fait. Parce qu'on y met beaucoup de temps, on y met beaucoup d'amour, beaucoup d'âme. Et c'est hyper important. Mais il n'y a pas que le doublage, hein. Toujours, je dis, il y a les musiciens, il y a tout le côté artistique, les photographes, les dessinateurs. Moi, je travaille beaucoup avec les créateurs de dessins animés. Tu as des producteurs qui commencent à se dire, toi, les décors, on peut peut-être les faire par de l'IA. Alors, tu as un mec qui va faire un décor, et puis après, on va tout générer par de l'IA, et ça ira plus vite. Et c'était joli, il y a eu un superbe discours de Miyazaki qui a expliqué que, en fait, nous, on s'en fout dans l'artistique de la rapidité. L'artistique ne cherche pas normalement à être rentable. L'artistique, c'est de l'art, quoi. Bah oui. Les hommes des cavernes, ils peignaient pas pour avoir du fric, ils peignaient parce que c'était une nécessité pour laisser des traces de leur temps, et ils avaient des choses à dire. Et nous tous, artistes, de n'importe quelle fratrie, en fait, on a des choses à dire, à raconter, à communiquer, et des échanges à faire avec notre public. Et ça s'est vu avec, tu parlais du studio Ghibli, ça s'est vu avec l'IA qui générait des images et des vidéos au style Ghibli. Et tu as le mec qui a fait toute une séquence qui lui a pris 1 an et demi à faire. C'est ça. J'ai trop le seum parce que du coup, il y a des mecs qui le font en 3 secondes, quoi. Mais oui, c'est ça. Et est-ce que c'est intéressant ? Techniquement, c'est intéressant, mais artistiquement, non. Voilà, c'est ça. Je vais devoir... on est dans le même style de problématique qu'avec la voix, parce que le style d'un dessin n'est pas protégé. Oui. N'importe qui peut dessiner dans le style de Miyazaki, dans le style des studios Disney, etc. Heureusement d'ailleurs. Mais la problématique, justement, c'est que l'IA va devenir de plus en plus forte, et donc du coup de plus en plus se rapprocher soit d'une forme artistique, soit d'une réalité artistique, on va dire. Oui. C'est plus ça. C'est que se rapprocher, mais il n'aura jamais la pensée. Il ne pense pas, l'IA ne pense pas, ne rêve pas, n'a pas de sentiment. Et c'est pas humain, quoi. Donc l'artiste, c'est ça qu'il défend, c'est l'humain. Vraiment, il faut vraiment garder ça dans la tête, quoi. Moi, ce qui touche les gens, je pense, c'est ma sensibilité. J'ai réussi par ma voix parce que, voilà, c'est mon outil, c'est par là que je m'exprime. Et par ma voix, j'ai réussi à toucher des gens, à les faire rire, à les faire pleurer, à les émouvoir. Une IA ne cherchera jamais à t'émouvoir, ni à te faire pleurer, ni à te faire rire, ou alors très artificiellement, quoi. Mais bien sûr, non, mais c'est bien ça la problématique, c'est la perte de l'humanité dans tout ce qui va être généré par l'IA. Mais bon, le débat est éternel de toute façon avec l'IA. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser ici. On a tout un planning, mais j'espère que ce débat vous a plu. Pour finir, je voulais dire qu'on est toujours avec Touche pas ma VF en
on demande du gouvernement de nous écouter, d'essayer de trouver une solution et de légiférer. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Bien sûr. Et après, on peut voir ce qu'on peut faire avec. Mais de toute façon, touche pas à VVS, j'ai l'impression que toute la France est derrière vous. Donc du coup, à un moment donné, soit ça marche pas avec cette mouvance-là, soit il va falloir casser des gueules à un moment donné. Et il y a toujours la pétition. Donc pour ceux qui n'ont pas signé la pétition, je pense que maintenant il y a beaucoup de monde qui l'ont signée. On en est à 250 000, je crois, signatures. Mais continuez de la signer parce que je pense que on n'est toujours pas écouté à 250 000 signatures. C'est quand même assez dingue, quoi. Il faut faire un record du monde là-dessus. Et merci beaucoup en tout cas. Merci à que ça vous. vous a plu. Merci d'être là.